l'objectif de cet échange avec Carlo, c'est de parler d'intelligence artificielle et de l'impact sur l'emploi, sur le marché, sur le future of work. Je pense qu'on a tous la conviction qu'aujourd'hui, nous sommes face à de nouvelles disruptions qui vont être majeures, qui vont s'accélérer et qui vont avoir un impact majeur sur les compétences, les transitions professionnelles. Et donc Carlo, je suis extrêmement heureux que tu puisses venir nous apporter le témoignage d'un des leaders, si ce n'est le leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, sur toi, comment est-ce que tu vois l'irruption de ces technologies, à quelle vitesse est-ce qu'elles vont être mises en œuvre, comment tu en perçois les enjeux pour qu'ensuite on essaie de débattre sur qu'est-ce qu'il faut faire sur les compétences et pour être capable de bâtir les compétences dont on a besoin, mais surtout aussi de ne pas laisser sur le bord de la route un certain nombre de nos concitoyens. Absolument. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous allons faire de façon très pragmatique ensemble pour réaliser ça. Donc effectivement, et merci Alain pour l'invitation, c'est une très belle occasion pour parler de la rapidité avec laquelle la technologie est en train de changer notre vie. On parle souvent, et vous l'avez certainement lu dans les journaux à une certaine fréquence, on parle de 4e révolution industrielle. Alors une révolution industrielle, en fait, c'est quoi? J'aime bien repartir un peu aux racines des termes et des sujets. Une révolution industrielle, c'est quand on amène un nouveau facteur de production qui change de façon radicale la façon de produire les biens et les services. Donc il y a eu la vapeur. Donc avant la vapeur, les femmes et les hommes ont travaillé avec beaucoup nos bras, notre force brute. La vapeur a commencé à aider parce qu'en fait, les machines ont commencé à faire des travaux qui étaient plutôt lourds et les femmes et les hommes ont pu faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc concevoir les machines, et puis opérer les machines, et puis faire encore quelques tâches physiques. Ensuite est venue l'électricité. L'électricité, au début, c'était juste un remplacement de la vapeur. Donc d'un point de vue de l'ingénierie, la machine était la même. Plutôt que la vapeur, pour faire tourner la machine, c'était de l'électricité. Et à un certain moment, Taylor et Ford, donc Ford, le constructeur automobile, et Taylor, donc un théoricien, ils ont inventé la ligne de production. Et là, l'électricité change complètement la façon d'organiser le travail des personnes. Et on construit la ligne. Ça, c'est une révolution industrielle. Ensuite, on a eu dans les années 50-60 la première vague d'informatique et l'automatisation des processus. Et là aussi, il y a les robots dans les lignes de production, l'informatique personnelle, etc. Pourquoi on parle de 4e révolution? Eh bien, parce que entre 2015 et 2025, donc on est en plein dedans, ce qui est en train de se passer, c'est plusieurs facteurs. Le premier, nous produisons tous, avec tous les smartphones que vous êtes en train d'utiliser, les voitures qui ont des capteurs, les maisons qui ont de plus en plus de capteurs, et bien sûr tous les ordinateurs du monde. En 10 ans, on a une moyenne de création de données qui est comme doubler le volume des données de l'univers chaque année. Donc les données que nous produisons est juste un volume gigantesque. Avec ça, la capacité à processer cette information est très puissante. Et donc, l'intelligence artificielle, qui est un rêve depuis 60 ans, on a vu des films de Spielberg, etc., et on pensait que ça n'allait jamais arriver. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un concept relativement simple. Alain, un enfant, quand il est tout petit, des filles, des garçons entre 0 et 3 ans, ils observent avec des yeux qui capturent toutes les informations, et puis les parents et ensuite les éducateurs, on commence à leur dire oui, non, ça c'est bien, ça c'est mal. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Il faut donner beaucoup d'informations à l'ordinateur, c'est comme l'enfant qui absorbe tout, et après il faut lui dire là où il a raison et là où il n'a pas raison, et essayer de lui donner donc des informations qui sont justes, et puis l'aider à comprendre ces informations. À partir du moment où on fait ça, l'ordinateur bien entraîné, il commence à comprendre par lui-même. Et donc petit à petit, nous avons déjà battu des records sur la vision, sur la compréhension, sur la traduction. Et petit à petit, nous allons, on va dire, matcher des capacités du cerveau. On est encore très très loin d'avoir la capacité humaine globale, mais on va matcher petit à petit des petites fonctionnalités de notre cerveau. Alors, maintenant ça, bien sûr, ça va révolutionner toutes les industries. Parce qu'il n'y a pas un sujet de l'agriculture à la manufacture, à la relation client dans une industrie quelconque qui ne va pas être impacté
par de l'intelligence artificielle, d'ailleurs plus ou moins visible. On pense souvent à un agent qui te parle, mais parfois c'est ça, parfois ça va être invisible, et on va juste avoir des applications qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle. Ça va être plus pertinent pour moi, ça va m'aider à faire ce que je dois faire, et je ne sais même pas que derrière il y a une intelligence très très forte. Maintenant, effectivement, comme on aime le dire, on en a discuté même ce matin dans les keynotes, ça c'est un pouvoir gigantesque. On va avoir donc un ordinateur qui va réussir à comprendre un contexte et à me fournir un service à valeur ajoutée à moi en tant que personne. Il me connaît, et donc il faut que je lui donne la permission. Mais comme ce service est très puissant, il faut avoir une grande responsabilité pour l'utiliser. Donc à qui sont les données? Où est-ce qu'elles sont? Qui les gère? Qui les touche? Est-ce que j'ai donné mon consentement? C'est pour ça que par exemple le GDPR, la réglementation qu'en Europe on a décidé, c'est super fort. Il y a quelques entreprises, la nôtre, maintenant Facebook récemment, on dit non seulement c'est bien pour l'Europe, tiens on va l'utiliser partout dans le monde. Donc petit à petit la maturité de la compréhension de cette puissance est en train de se faire, et surtout le sens de responsabilité, surtout des agents comme nous qui sommes dans la technologie, va augmenter parce que nous devons être responsables dans l'utilisation de ces données. Très bien, merci Carlo. Qu'est-ce que tu perçois aujourd'hui justement sur la vitesse et sur l'impact que tu as quand tu discutes avec tes clients sur ce que ça va avoir en termes de changement de façon d'opérer, et à quelle vitesse est-ce que tu vois ces sujets, et est-ce que ça représente potentiellement un blocage ou une peur, entre autres dans les grandes entreprises? Et d'ailleurs, quelle responsabilité, je sais que tu es très focalisé sur ce sujet, quelle responsabilité est-ce qu'elles ont par rapport à ça? Alors, déjà, la très bonne nouvelle, quand je suis italien d'origine, vous l'entendez de mon accent, et en fait j'ai passé 5 ans récemment en Italie, qui est mon pays, et donc j'ai voulu aller faire de la technologie et de l'innovation là-bas pour contribuer à mon pays. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé des clients français avec lesquels j'ai travaillé pendant 17-18 ans, et c'était en fait on est en train de faire une révolution en France. La maturité de la réflexion et de l'action des clients français sur les nouvelles technologies a une maturité qui m'a vraiment étonné. C'est époustouflant. D'ailleurs, il suffit de voir Vivatech. Moi, je n'ai pas vu les 2 premières éditions, mais on m'a dit que en fait, la montée en puissance est incroyable. Et j'ai entendu des collègues américains qui ont dit mais c'est CIS en mieux. En fait, il y a beaucoup plus d'énergie. Donc, ce qui est en train de se passer est très fort. Hier, j'étais avec Satya, qui est notre CEO mondial, à Station F. Et là aussi, plus grand incubateur du monde, on lui a montré des startups d'intelligence artificielle. Et il voulait approfondir, il voulait comprendre, il a dit c'est exceptionnel ce que vous êtes en train de réaliser. Donc les clients l'ont compris, et il y a vraiment une grande curiosité et une grande envie de faire. Maintenant, nous avons commencé aussi à faire des projets. Et donc c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a la compétition, donc on sait qu'il faut aussi aller vite parce qu'il y a des entreprises aux États-Unis, en UK et dans les pays nordiques qui sont en train d'aller très vite. Donc oui, c'est un peu une course, une accélération à la digestion de cette technologie pour bien l'utiliser. Mais ensuite, effectivement, c'est toute la partie change management, c'est-à-dire comment est-ce que j'utilise sans faire peur aux personnes, et comment on utilise cette technologie pour que ce soit un support à l'humain et pas un remplacement de l'humain, et comment est-ce qu'on va le vivre de façon positive. Et donc pour faire tout ça, c'est là qu'on arrive à la dimension des compétences, parce que on a vraiment besoin d'ancrer dans notre nation, maintenant je dis nôtre parce que je vais prendre le passeport français, j'espère, s'ils vont me donner la double nationalité quand même, on a besoin d'ancrer ce concept qui est de dire, nous devons transformer tous les Français. Ça ne peut pas, on a discuté ça avec le président Macron hier, ça ne peut pas être seulement des gens qui font des doctorats en sciences de l'information. Ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que quelques chercheurs qui font des algorithmes que nous tous n'allons pas comprendre. Non, il faut que ça soit digéré par tout le monde, et il faut qu'on commence par les enfants. Le pays qui a compris ça le plus vite de tous, même beaucoup plus que les États-Unis, c'est la Chine. En Chine, ils sont en train de commencer à faire des programmes d'éducation nationale, je ne sais pas comment ils l'appellent là-bas, mais c'est le même concept, et ils vont apprendre aux enfants à coder dès le plus jeune âge. Donc on a vraiment besoin d'étendre le scope de nos activités pour comprendre comment on amène un peu cette bonne parole au plus grand nombre. Et c'est là qu'en fait, quand on s'est croisé avec Alain, quand je suis revenu il y a quelques mois, je dis Alain, j'ai en tête de faire quelque chose, parce que j'ai vu en Italie comment ça se passait, j'ai vu la vitesse avec laquelle ça se passait en France, j'ai dit, il faut qu'on travaille ensemble, parce que Manpower va devenir de plus en plus un moteur indispensable de création de valeur,
parce que l'intelligence artificielle, in fine, ce n'est qu'un outil, et que l'outil va venir supporter les humains. Et si nous, on ne change pas ensemble les humains, et bien les outils, on ne pourra pas les appliquer. Parce qu'il va y avoir du pushback, enfin, je ne sais pas comment dire en français, de la réticence à l'utilisation des technologies. Et c'est là qu'effectivement, nous nous sommes alignés en disant, ben donc, travaillons ensemble. Et voilà, donc ça a été la rencontre d'il y a quelques mois. Absolument, Carlo. Et peut-être avant de revenir sur ce sujet, et tu as cité le séminaire hier auprès du président de la République, le Premier ministre, où donc on était une cinquantaine d'entreprises présentes, et où d'ailleurs, et je ne peux que tous vous motiver à aller regarder entre ce qui a été présenté par McKinsey, et sur lequel je pense qu'on tord le cou à une idée qui est la machine va remplacer l'humain. Je pense que ce que l'on se rend compte, c'est que l'entreprise va déplacer l'humain. Quand on regarde sur les jobs qui vont être impactés par l'intelligence artificielle, il y en a un certain pourcentage, mais pas énorme, dont les jobs vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Il y en a un nombre au moins aussi important de jobs qui vont être créés grâce à l'intelligence artificielle et entre autres, surtout les aspects développement, gestion de la donnée tels qu'on l'a cité. Et la plus grande partie des jobs vont être transformés. Puisque ça va être demain, ce qui va faire l'efficacité, c'est comment est-ce que l'interaction entre la machine et l'homme va être capable de créer plus de valeur. Donc ce sont des enjeux majeurs, c'est sans doute, et si on en reste simplement sur notre pays, vraisemblablement, et par rapport à l'échéance telle que tu la cites, 2025-2030, c'est des millions de personnes dont il va falloir changer les compétences et que c'est un enjeu majeur pour notre pays, au moins sur deux sujets. Le premier, c'est de ne pas laisser de gens sur le bord de la route, sans espoir, parce qu'ils n'auront pas les compétences pour être capables d'opérer dans ce nouveau monde. Et c'était hier d'ailleurs tout le discours du président de la République vis-à-vis des géants de la tech dont vous êtes, en disant vous avez votre responsabilité par rapport à tout ça. Je crois que c'est communément accepté, et je pense que d'ailleurs tous les votes populistes ne sont pas liés qu'à ces éléments-là, mais poussent vers le sens que tout le monde a envie d'avoir des systèmes qui soient inclusifs, et que si nous ne sommes pas capables de proposer ces systèmes inclusifs, justement, on risque d'avoir un certain nombre de désillusions, et le monde tel qu'on l'envisage, il risque de ne pas tourner tout à fait comme on voudrait. Donc on a cette responsabilité. Et puis, pour que l'économie continue à se développer, continue à créer de la richesse, ce dont nous avons besoin, y compris d'ailleurs pour trouver les financements pour l'ensemble de ces formations, il faut que les entreprises, elles aient les compétences dont elles ont besoin. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui tous les jours, c'est que nous avons de plus en plus de mal à trouver la compétence dont les entreprises ont besoin. Donc c'est un peu une double peine, c'est-à-dire qu'on laisse de côté des millions de chômeurs qui n'arrivent pas à trouver un job, et les entreprises ne croissent pas à la vitesse à laquelle elles voudraient croître parce qu'elles n'ont pas ces compétences. Donc nous avons ce rôle, je crois que c'est l'ambition du groupe en France et dans le monde, que d'accompagner ces transformations. Je pense qu'on en a la bonne vision. Nous avons cette capacité et c'est ce que nous avons toujours fait depuis 70 ans dans le monde, 60 ans en France, que d'accompagner les gens vers l'emploi en les formant. L'an dernier, on a formé 50 000 personnes, 50 000 de nos intérimaires pour qu'ils acquièrent de meilleures compétences et de meilleurs jobs. Donc l'enjeu pour nous est majeur. Nous sommes engagés sur ce sujet-là, et donc je suis très heureux que tu considères que nous puissions être le partenaire de Microsoft, justement, au travers de ces deux éléments, c'est vous fournir et fournir à votre écosystème de partenaires et de clients les compétences dont ils ont besoin pour mettre en œuvre ces nouvelles technologies, et que dans le même temps, on aille chercher des gens qui sont plus éloignés de l'emploi, qu'on leur donne ces compétences numériques qui vont devenir très, très importantes et critiques pour pouvoir réussir. Donc voilà, donc c'est notre engagement. On a besoin, nous ne sommes pas des spécialistes de la technologie, nous sommes des spécialistes de l'usage de la technologie, et notre présence et les 40 startups qui sont avec nous démontrent que nous savons bien que pour faire tout ce challenge-là, nous avons besoin de la technologie et des technologies de Microsoft que nous avons déployées de façon très large au niveau global.
Mais par contre, nous savons aller identifier les talents, identifier les potentiels, gérer les transitions professionnelles. Et c'est pour ça que je crois qu'en travaillant ensemble, on doit pouvoir beaucoup apporter, tu l'as cité, à notre pays. Tu te doutes bien que j'y tiens autant qu'à toi. Et je suis entièrement persuadé qu'on va faire de grandes choses ensemble. Absolument, et la complémentarité effectivement de nos deux modèles est exceptionnelle. Je voulais juste rebondir, Alain, si tu me permets, on a encore quelques minutes je pense, quelques idées qui m'est venues en t'écoutant. Sur la rapidité, je me rappelle une étude qui est sortie il y a quelques années, qui m'a frappé et qui m'a fait augmenter la sensibilité au sujet des compétences. Nos enfants, les enfants de la France, 6 ans aujourd'hui, 2 sur 3, quand ils seront adultes, donc dans pas longtemps, c'est 20 ans, même pas, 2 sur 3 d'entre eux vont faire des jobs qui n'existent pas aujourd'hui. C'est vous dire la rapidité de la transformation que disait Alain. Donc un peu ça va être remplacé, beaucoup transformé, et puis des nouveaux jobs. Beaucoup de nouveaux jobs. Alors j'aime faire l'exemple, il y en a beaucoup, il y a l'ingénieur de la science de la data, il y a le juriste de la data, mais il y en a un que moi j'aime beaucoup, c'est le créateur d'expériences immersives 3D. Je vais vous raconter ça, parce que c'est on est tous consumeurs, on va tous au cinéma. J'ai besoin de vous raconter ça pour vous faire comprendre un besoin qu'aujourd'hui nous n'avons pas, mais que nos enfants vont avoir. Alors, l'exemple est le suivant. Nous allons tous au cinéma voir Star Wars. Alain et moi, on y va dans 2 cinémas différents. On voit, nous sommes d'accord, le même film. Ça commence avec la même musique. Il y a le même scénario pour tout le monde. Et la fin est la même. Et à la limite, on en parlera quand on se verra la prochaine fois. Ça, c'est le cinéma, donc le entertainment, tel que nous le connaissons, nous, génération broadcast. Quelqu'un fait le film, il nous le projette sur un écran en 2D, on le regarde, on le commente avec notre ami après. Nos enfants, ça ne va pas être ça du tout. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, neveux, etc., qui jouent à la Xbox, j'espère, ou à la PlayStation, eh ben, un jeu, ça commence, ça se termine différemment en fonction de qui joue avec le jeu. Eh bien, les films, dans 15 ans, nous allons avoir des lunettes qui vont nous permettre d'être immergés à l'intérieur du film. Nous sommes dans l'écran, à l'intérieur de l'écran. Nous allons avoir donc les acteurs et l'interaction autour de nous. Et si Alain et moi, on décide de voir ce film ensemble, on ne va pas dans 2 salles différentes. Je suis chez moi, il est chez lui, on a les lunettes, on décide d'être dans la même session. Ça veut dire qu'on va être dans le même film. Nous allons pouvoir interagir avec les acteurs dans le film. La fin du film sera différente. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un de vous ressent urgemment un besoin d'être dans un film immersif 3D? Peut-être quelques jeunes, oui, je ne sais pas. Mais ma génération, non. Donc, là, c'est un peu l'histoire de la pyramide de Maslow. Ma grand-mère, mon grand-père n'avaient pas l'habitude de faire les week-ends à Stockholm, à Rome. Ils ont visité rien du tout. Nous, on le fait aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin à l'époque? Non, mais maintenant, nous, si on ne le fait pas, on dit je suis stressé, j'arrive pas à me reposer, j'ai besoin de culture, j'ai besoin de... Donc, il va y avoir des nouveaux besoins et la technologie, en fait, va juste accompagner la création de nouveaux besoins, enfin, la possibilité de les réaliser, ces nouveaux besoins. Donc, combien de... Ça parle? Voilà, il y en a au moins un qui dit ouais, moi je veux être dans ce film immersif. Donc, mais les gamins de 6 ans, ce qui va être étonnant, c'est que quand les gamins de 6 ans vont avoir 20 ans, ils vont avoir ce film, nous, ils vont nous regarder en disant mais vraiment, vous regardez les films de 2 heures, tout le monde pareil sur un écran plat, ça va les faire rigoler comme nous quand on voit un téléphone avec un fil. C'est exactement la même chose. Donc juste pour dire qu'aujourd'hui, bien sûr, la technologie fait peur, mais petit à petit, il y a des nouveaux besoins, des nouvelles expériences qui vont se créer, qui vont nous sembler tout à fait naturelles, qui vont être entertaining, je ne sais pas comment dire en français, mais qui vont nous donner ouais, voilà, c'est de la diversité, c'est culturellement intéressant que ça. On va s'y habituer et il va y avoir énormément de jobs pour créer ces scénarios-là. Donc c'est juste un exemple, mais pour vous dire, il y a plein de choses qui vont arriver qu'on ne connaît pas encore. Donc, si 2 enfants sur 3, ils ont un job différent, vous comprenez pourquoi avoir accès aux ressources humaines d'aujourd'hui, Scrum Manpower, leur donner la capacité de se former sur ces nouvelles technologies. Nous, on amène des briques technologiques, voilà, on change le tissu économique du pays. C'est ça à la fin de l'histoire. Et on prépare le monde de demain. Ah oui, très inspirant, Carlo. Et
c'est là où je crois que c'est là où vient tout notre savoir-faire. Je crois qu'un des enjeux majeurs, ça va être aussi d'être capable d'accompagner l'ensemble des individus face à l'ensemble de ces disruptions. Oui. Il va falloir, je pense que le gouvernement l'a bien compris, investir de façon massive en formation. J'espère que le budget de la nation permettra de le faire, mais je crois que nous n'aurons pas d'autre choix. Je crois aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Et c'est là où tout notre savoir-faire arrive, qui est de savoir aider l'ensemble des personnes dans ces transitions. Il va y avoir de plus en plus de transitions professionnelles. Il y a un certain nombre d'individus, sans doute ceux qui sont le plus préparés, peut-être aussi les plus éduqués, qui sauront trouver leur voie pour aller vers ces nouveaux métiers, trouver les bonnes formations, savoir bien utiliser leur compte personnel de formation et ainsi de suite. Et une large partie de la population, celle avec laquelle nous avons l'habitude de travailler tous les jours, aura besoin d'acteurs pour les accompagner dans cette transition. C'est pour ça que nous avons un positionnement unique pour être un de ces acteurs, pour participer à cette transformation. Et en participant à cette transformation, c'est d'être capable de fournir aux entreprises, au pays, les compétences dont elles ont besoin. Donc c'est un immense challenge pour nous. C'est à contrario aussi une immense opportunité, comme ça l'est pour vous sur la partie technologique. Et donc c'est le challenge sur lequel, vraisemblablement, année après année, à Vivatech et ailleurs, on viendra montrer tous les progrès que nous réalisons. Absolument. Carlo, merci pour ce témoignage. Merci infiniment. Si vous avez des curiosités ou des questions, vous me trouvez sur LinkedIn, c'est facile, vous m'envoyez un mail. Je ne réponds pas le jour même, mais au maximum en une semaine, je regarde toujours les messages. J'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, et puis je sais que nous partageons les mêmes idées, les mêmes valeurs. C'est aussi ce qui nous rejoint. Au-delà de la complémentarité, je suis persuadé qu'on va faire de grandes choses ensemble. C'est un plaisir de travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci.